Bienvenue à tous. Euh, donc, vous êtes ici pour 3 quarts d'heure parmi nous pour un webinaire sur le risque routier professionnel pour donc 3 quarts d'heure et 15 minutes de questions. Vous pourrez donc écrire vos questions dans questions, réponses Q et R. C'est là qu'on lira vos questions, hein, pas dans discussion. Et on y répondra dans la mesure du possible dans les 15 minutes. Et si nous n'avons pas assez le temps de répondre à toutes les questions, nous répondrons plus tard par mail. Ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions. Sachez que ce webinaire se trouvera d'ici 1 ou 2 jours sur notre site. Il est enregistré et le PowerPoint sera disponible. Donc, notre site, pour rappel, présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources. Donc, vous pourrez cliquer dessus et avoir toutes les informations. Donc, pour les questions, je répète, c'est dans Q et R et non pas dans discussion si vous avez des questions tout au long de ce webinaire. Donc, ce webinaire est présenté par le réseau Présence PACA Corse qui se constitue de 16 services de prévention de santé au travail, donc en PACA et en Corse. Vous pouvez retrouver tous les coordonnées et cette carte toujours sur notre site présence-pacacorse.org et cette fois-ci dans la rubrique Le réseau. Aujourd'hui, ce webinaire donc du risque routier professionnel qui s'inscrit donc dans le cadre de la semaine du risque professionnel au travail, qui est du 9 au 13 mai, est présenté par l'AISMT 13, l'AIST 83, le SAT Durance-Luberon et le STP Provence. Nous sommes donc 4 intervenants, moi-même, Chloé Brault, technicienne de prévention à l'AISMT 13 à Marseille. Bonjour, Véronique Frossard, assistante technique à l'AIST 83. Bonjour, Claire Nicolas, infirmière en santé au travail au SAT Durance-Luberon. Bonjour, Fabienne Duré, assistante technique au service de prévention et de santé au travail Durance-Luberon. A également contribué à la réalisation de ce webinaire le docteur Mourad Tata, médecin du travail au ST Provence. Merci. Donc, au programme aujourd'hui, 5 parties, donc les définitions du risque routier professionnel et les différentes responsabilités, quelques chiffres clés, les facteurs de risque. Pour cette partie, nous vous solliciterons avec des petites questions quiz où le quiz apparaîtra et il vous faudra répondre à une des questions en cliquant sur la réponse qui vous semble la bonne. Ensuite, nous passerons aux bonnes pratiques et à une veille réglementaire. Je vais donc passer la main à Fabienne pour les définitions et les responsabilités. Le risque routier professionnel regroupe les risques relatifs aux accidents de mission et ceux relatifs aux accidents de trajet. Le risque mission est présent si un accident survient lorsque le salarié effectue un déplacement professionnel nécessaire à l'exécution du travail. Par exemple, le commercial qui effectue du démarchage ou encore le livreur au cours de sa tournée. L'accident de trajet, lui, est défini par le Code de la sécurité sociale. C'est un événement qui a causé un dommage corporel et qui s'est produit entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, lieu de travail, domicile, ou alors le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas. Ces déplacements doivent emprunter le parcours direct et habituel et ils doivent être effectués pendant une plage horaire en lien avec les horaires de travail. Ils ne doivent pas être interrompus, sauf nécessité essentielle de la vie courante. Par exemple, je peux m'arrêter à la pharmacie, à la boulangerie, ou je peux aller chercher mes enfants à la crèche ou à l'école. Si un accident survient, il sera considéré là comme un accident de trajet. Par contre, si je rends visite à des amis, là, il sera considéré comme un accident ordinaire. Dans les deux cas, que ce soit un accident de mission ou de trajet, le mode de déplacement n'a aucune incidence. Ce déplacement peut être effectué en voiture, à pied, en vélo ou même en trottinette.
tous les salariés sont concernés par le risque routier, que ce soit dans le cadre d'une mission, avec effectivement les salariés dont la conduite est le cœur du métier, comme les conducteurs poids lourds, les chauffeurs taxi, les commerciaux, les experts en ambulance ou les experts en assurance ou les ambulanciers, ou les salariés qui doivent se déplacer fréquemment ou ponctuellement, comme c'est le cas pour les aides à domicile, pour se rendre chez les bénéficiaires, ou même les agents d'entretien pour rejoindre les sites qu'elles ont à la charge, le chef de chantier qui doit suivre l'avancement des travaux sur ces sites, ou même le personnel administratif qui est amené à aller à la poste ou à la banque. Ou alors dans le cadre justement du trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou le lieu de restauration habituel. Conduire pour son travail, c'est déjà travailler, et un conducteur sur la route, c'est une personne au travail exposée au risque routier. Le Code du travail mentionne que l'employeur doit évaluer les risques et mettre en place des mesures de prévention adaptées. Donc, les obligations des employeurs, donc le point de départ de la démarche de prévention et l'évaluation des risques professionnels à travers le document unique qui lui-même va être associé au plan de prévention. Cela permet de tracer, de planifier et d'évaluer les actions sur le court, moyen et long terme. Au même titre que l'évaluation du risque chimique ou du risque manutention port de charge, nous allons évaluer le risque routier et ainsi l'intégrer dans la démarche globale d'évaluation des risques professionnels en justement mettant en œuvre des actions de prévention en appliquant les principes généraux de prévention, en informant et en formant les salariés sur les risques et en mettant en place une organisation avec des moyens adaptés. Alors, concrètement, ce qu'on va faire par rapport au risque routier professionnel, on va réaliser un état des lieux des déplacements en tenant compte des conditions réelles de conduite. On va également s'interroger sur l'organisation, sur les motifs, les caractéristiques des déplacements, sur leur durée, leur amplitude horaire, sur la charge de travail également, sur le nombre de clients que je peux avoir sur ma tournée, est-ce que les postes sont bien respectés, etc. De même, je vais analyser la gestion de mon parc. Je vais faire un inventaire sur les types et les caractéristiques de mes véhicules. Est-ce qu'ils sont en bon état? Les contrôles, quand est-ce que mes contrôles ont été faits? Quels sont ceux que je dois prévoir? Je vais également identifier les salariés exposés et je vais analyser les accidents de mission survenus au cours des dernières années. Tout cela afin d'assurer la sécurité des salariés au cours de leur déplacement en prenant en compte les contraintes spécifiques à chaque métier. Les responsabilités en cas d'accident de mission. Donc, pour rappel, comme on l'a vu, l'accident de mission a lieu à l'occasion d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. C'est donc un accident de travail. Dans un accident de mission, deux responsabilités peuvent être engagées, celle du salarié et celle du chef d'entreprise. Parce qu'effectivement, il existe un lien de subordination. Le salarié est sous l'autorité du chef d'entreprise. La responsabilité du salarié. Le salarié est le conducteur du véhicule. Il doit respecter le code de la route et il est responsable pénalement des infractions commises. Et également, la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise s'il est établi un manque de prévention qui pourrait être à l'origine de l'accident. C'est lui qui met à disposition de ses salariés les véhicules pour leur permettre d'exécuter leur mission. Donc, il est tenu à une obligation de sécurité et de résultat. Merci Fabienne. Quelques chiffres clés du coup? Alors, chaque année, les accidents routiers professionnels représentent la première cause de mortalité au travail. On entend accident de trajet, accident de mission confondus. 406 personnes ont été instituées en 2019 et en 2020, c'est 356 personnes
avec quand même moins de déplacements comptabilisés puisque c'était en période de pandémie. Toujours donc dans les chiffres, il y a plus de 49 000 personnes qui ont été victimes d'un accident de la route au travail. Et pour plus de 38 000 de ces personnes, il s'agissait d'un accident de trajet, donc un accident survenu entre le domicile et le lieu de travail, ou le lieu de travail et le lieu de restauration. En tout état de cause, sur un trajet connu et effectué plusieurs fois par semaine. Alors, les accidents routiers professionnels peuvent non seulement avoir de lourdes conséquences pour les travailleurs, mais également pour l'activité des entreprises. Tout d'abord, pour l'entreprise, il peut y avoir des conséquences pénalisant la vie et l'activité au sein justement de l'établissement. Cela représente un enjeu économique et social important. Tout d'abord, un coût humain, avec l'indisponibilité des compétences du salarié, un coût organisationnel, avec une désorganisation des équipes en place et un remplacement de la victime. Et puis pour l'entreprise, il peut aussi y avoir des non-respects dans les délais d'exécution, de livraison. Et ensuite, concernant donc le salarié, les conséquences peuvent être graves, voire irréversibles pour sa santé. En moyenne, le nombre de jours d'arrêt de travail pour un salarié ayant été victime d'un accident de la route est de 96 jours. Merci Fabienne pour toutes ces informations. On va maintenant passer aux facteurs de risque. Donc, pour introduire cette partie, un état des lieux du classement des facteurs de risque se classe en première position la vitesse excessive. Donc là, c'est un rapport fait par rapport aux accidents mortels hein, comme pourcentage. Donc au niveau de la vitesse, elle est responsable d'un accident mortel sur 3, soit 33%. Vient dans ce beau palmarès la deuxième place pour l'alcool. Donc un accident mortel sur 5, 20%. Puis les stupéfiants à 15%, un accident mortel sur 7. Arrive ensuite le téléphone, un accident mortel sur 9, 11%. Les refus de priorité, il en existe encore beaucoup. Un accident mortel sur 10, donc 10%. Et à ne pas oublier, et très peu considéré, la prise médicamenteuse, donc un accident mortel sur 25, soit l'équivalent d'environ 4%. Comme nous vous l'avons dit en introduction, lors du sommaire, on vous propose des petits quiz. Donc là, le premier quiz va se lancer. Je vous propose de répondre à cette question. Un demi de bière de 5% contient-il plus d'alcool qu'une coupe de champagne? À vous de jouer. Vrai ou faux? Les réponses sont rapides, ça, le compteur file. Ça se stabilise. Difficile de vous départager. On a 55% et 45% donc 45 pour vrai et 55 pour faux. Les faux l'emportent. Voilà, donc on était à 55% pour le faux et 45% pour le vrai. Et la bonne réponse est bien faux. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu faux. Du coup, voici la bonne réponse. C'est bien faux. Au niveau de l'alcool, est-ce que Véronique, tu peux du coup nous expliquer cette réponse? Oui, bien sûr. Je vais d'abord commencer par le facteur de risque alcool. Tout d'abord, quelques chiffres. Un accident mortel sur 5 est dû à une prise excessive d'alcool. Le risque d'être responsable d'un accident mortel est presque multiplié par 20. Plus l'alcoolémie est importante, plus le risque d'accident mortel augmente. L'alcool est un produit psychoactif. Même à petite dose, il a un effet direct sur le cerveau et va diminuer notre capacité à conduire en sécurité.
Même à faible dose, la consommation va avoir des effets sur notre comportement. Le champ visuel va se rétrécir, la perception du relief, de la profondeur et des distances va être modifiée. Nous allons observer une plus grande sensibilité à l'éblouissement, en particulier la nuit, lorsque nous croisons les véhicules avec les feux allumés. La vigilance et la résistance à la fatigue va diminuer, la somnolence et l'endormissement vont être beaucoup plus rapides en ayant consommé de l'alcool. La coordination des mouvements va être perturbée. Et enfin, l'alcool a un effet désinhibant. Il va amener le conducteur à sous-évaluer les risques et à surestimer ses capacités. Donc, pour revenir à la question posée précédemment, il faut savoir que, quelle que soit la boisson alcoolisée, une dose bar qui correspond au volume standard tel qu'on le sert dans les commerces contient à peu près la même quantité d'alcool, à savoir qu'un verre d'alcool représente 10 grammes d'alcool pur, qui équivaut en moyenne à 0,2 g par litre dans le sang. En comparaison, un verre de vin de 10 centilitres est égal à 2,5 centilitres de pastis, égal à 2,5 centilitres de whisky, égal à une coupe de champagne, égal à un verre d'apéritif, égal à 25 centilitres de bière. Il faut savoir également que lorsqu'on se sert à la maison ou lors d'une soirée chez des amis, on a tendance à ne pas respecter la dose bar. Un seul verre peut représenter 2 doses, voire plus, et vous faire dépasser la valeur limite, même en n'ayant consommé qu'un seul verre. Dès le premier verre d'alcool, il faudra compter environ 30 minutes pour que le taux d'alcool soit atteint, si l'on est à jeun, et 1 heure au cours d'un repas. L'alcool absorbé au cours d'une soirée a tendance à s'éliminer lentement. Nous avons vu précédemment qu'un verre d'alcool représente 10 grammes d'alcool pur, soit une alcoolémie de 0,2 g par litre dans le sang. On considère que l'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g en 1 heure, à condition bien sûr d'être en bonne santé. Pour éliminer un taux d'alcoolémie de 0,6 g, il faudra compter environ 6 heures. C'est pourquoi il est possible que l'on soit toujours alcoolisé le lendemain matin, selon la quantité d'alcool absorbée au cours de la soirée. Ce que dit le code de la route. Donc, le code de la route limite le taux d'alcool à 0,5 g par litre dans le sang. Conduire avec un taux d'alcool dans le sang entre 0,5 et 0,8 g est une contravention. Les sanctions peuvent être une amende forfaitaire de 135 €, un retrait de 6 points, une immobilisation du véhicule, voire une suppression du permis jusqu'à 3 ans. Pour les nouveaux conducteurs et les transports en commun, le taux est égal à 0,2 g par litre dans le sang. En cas de contrôle positif au-delà de ce taux, il sera exposé aux mêmes sanctions que précédemment. Au-delà de 0,8 g par litre dans le sang, c'est considéré comme un délit. Les sanctions sont un retrait de 6 points, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum et une suppression, voire l'annulation du permis de conduire. À savoir que le refus de se soumettre au dépistage est considéré comme un délit et sanctionné comme une alcoolémie à 0,8 g par litre dans le sang. En cas d'accident, le conducteur impliqué peut se voir exclure par son assureur son droit à l'indemnisation de ses propres dommages matériels et ou corporels, ainsi que la résiliation de son assurance. La prise de boissons alcoolisées peut nuire à la santé des travailleurs, surtout sur les postes de sécurité. En résumé, prendre son véhicule à titre personnel ou dans le cadre de son activité professionnelle, la tolérance est égale à 0, à plus forte raison pour les nouveaux conducteurs qui n'ont que 6 points sur leur permis. Merci, on va passer au cannabis avec une question à nouveau. Donc, si je conduis en ayant fumé du cannabis, je conduis moins vite et je ne prends donc pas de risque. La question va apparaître. Je vous laisse donc répondre à ce sondage à nouveau. Là, il y a moins de sujets. Je pense que tout le monde a trouvé. Effectivement, vous avez à 100% répondu faux. Bah, bravo à tous, c'est la bonne réponse. Donc, effectivement, c'est faux. Nous allons voir ça de suite, à nouveau, avec Véronique. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec le facteur de risque drogue. La consommation de drogue est totalement interdite et incompatible avec la conduite, car comme avec l'alcool, elle perturbe l'attention, les réflexes et la vigilance.
Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 2 sous l'effet du cannabis. Quant à l'association drogue-alcool, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 29. La consommation de drogue au volant est punie de 2 ans d'emprisonnement, de 4 500 € d'amende, un retrait de 6 points et la suppression, voire l'annulation de son permis jusqu'à 3 ans. En cas de consommation alcool-drogue, l'amende est portée à 9 000 € et la peine d'emprisonnement sera de 3 ans. La consommation de cannabis altère les capacités à la conduite. Les réflexes du conducteur seront beaucoup plus lents, son temps de réaction nettement diminué. Les effets peuvent aller plus loin, comme entraîner une somnolence, voire diminuer ses capacités visuelles et auditives. À noter qu'en cas d'accident grave, la loi autorise la police à faire des tests urinaires et sanguins. Donc, je vais poursuivre avec le facteur de risque médicaments et leurs effets sur la conduite. L'absorption de certains médicaments, même vendus sans prescription médicale, peut avoir des répercussions sur la conduite. Comme pour l'alcool et la drogue, certains médicaments peuvent causer somnolence, voire endormissement, baisse de la vigilance et de l'attention, ralentissement des réflexes, vertige et troubles de l'équilibre, troubles de la vue, excitation ou agressivité. Ces effets multiplient entre 2 à 5 le risque d'accident de la route. Les médicaments reconnus pour entraîner une baisse de la vigilance ou une somnolence sont facilement identifiables par un pictogramme indiquant précisément le niveau de risque sur la boîte. Donc, nous avons le niveau 1 signalé par un pictogramme jaune, soyez prudents. Il est nécessaire de lire la notice avant la conduite d'un véhicule. Niveau 2 avec un pictogramme orange, soyez très prudents. Il y a un risque pour la conduite, d'où la nécessité de prendre l'avis d'un professionnel de la santé avant la conduite. Et enfin, le niveau 3 avec un pictogramme rouge, attention danger, ne pas conduire. Il faudra demander l'avis d'un médecin pour la reprise de la conduite. Lors de toute prise de médicaments, il est nécessaire de respecter les recommandations et les prescriptions médicales, de ne pas oublier de préciser au médecin son mode de déplacement, afin qu'il puisse adapter au mieux le traitement et de ne jamais associer un médicament avec de l'alcool. Ce mélange augmente considérablement les risques d'accident de la route. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la somnolence avec un nouveau sondage sur la question 17 heures de veille active équivalent à 0 g d'alcool dans le sang, à 0,5 g d'alcool dans le sang ou 1 g d'alcool dans le sang. C'est à vous. C'est partagé. J'attends les derniers. Ça se stabilise avec à nouveau une bonne réponse qui est de 0,5 g d'alcool dans le sang. Bravo à tous ceux qui ont répondu bon à cette question. Voilà, c'était bien 0,5 g d'alcool dans le sang. Du coup, je laisse la main à Claire pour nous parler de la somnolence. Donc effectivement, un manque de sommeil provoque sur la conduite les mêmes effets qu'un état alcoolisé, c'est-à-dire baisse de la concentration, de la vigilance et diminution donc, des réflexes. Sachant aussi que le temps de sommeil des Français a tendance à se raccourcir et descendre en dessous des 7 heures. Plus du tiers de Français dormiraient moins que 6 heures. La somnolence entraîne en fait des microsommeils de 1 à 4 secondes et qui peuvent aller jusqu'à l'endormissement au volant. Sur autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à cet endormissement. Les signes qui ne trompent pas, une difficulté à se concentrer donc sur sa conduite, des paupières lourdes, des yeux qui picotent, des bâillements répétés, des jambes qui s'engourdissent, un besoin incessant de changer de position et l'arrivée de douleurs, notamment de douleurs dorsales, des raideurs au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Quelles sont les solutions? Eh bien, surtout, on évite de secouer la tête, on évite de gesticuler
Dès le premier signe, on s'arrête et on fait une sieste de 20 minutes. Il est conseillé sur des trajets longs de se reposer, de faire une pause toutes les 2 heures. Alors, le café, on le prend ou on ne le prend pas? Alors, si on prend un café, ça doit être suivi systématiquement d'une sieste de 20 minutes. Pourquoi? Le café n'agit pas de suite, il met à peu près 15 à 30 minutes. Donc, si on veut prendre un café, on s'arrête sur une aire d'autoroute, on prend ce café, on fait une sieste et on redémarre. Alors, attention aussi, il y a des heures dans la journée et la nuit qui sont plus propices à l'endormissement. C'est le cas notamment entre 13h et 15h, ce qui correspond aussi à la période de digestion, et également en milieu de nuit, entre 2h et 4h le matin. Alors, attention toutefois, effectivement, comme on le voit ici sur ce schéma, la vigilance est beaucoup plus accrue à 8h et à 18h. Sauf que ce sont des périodes où le trafic routier est beaucoup plus important et les personnes ont tendance à augmenter leur vitesse et à rouler donc beaucoup plus vite. La vitesse, donc c'est la principale cause d'accident. Elle est responsable d'un accident mortel sur 3. La vitesse est à la fois un facteur déclenchant de l'accident, mais aussi un facteur aggravant parce que le choc va être beaucoup plus violent. Elle réduit aussi les possibilités de manœuvre à temps. Elle réduit également le champ visuel, qui est la portion d'espace que je vois sans tourner la tête. Ce champ visuel, quand on est à l'arrêt, il est de 180. À 100 km/h, il va descendre à 45 et à 130 km/h, la personne voit uniquement tout droit ce qu'il voit directement devant lui. Alors, avec la vitesse, le nombre d'informations qui va arriver au cerveau pour être analysé va être beaucoup plus conséquent et la fatigue va s'installer beaucoup plus vite. Petite question sur la vitesse avec un petit sondage. À 50 km/h sur route sèche, quelle est la distance d'arrêt totale? 17 mètres, 26 mètres ou bien 36 mètres? C'est réactif et assez partagé, même si un commence à ressortir. Je laisse les quelques derniers répondre. Apparemment, tout le monde a fini de répondre. La réponse la plus répondue est 26 mètres. Ensuite, 17, puis 36. La bonne réponse était effectivement 26 mètres. Du coup, Claire, peux-tu nous expliquer ce résultat? Alors déjà, une petite explication, la distance d'arrêt, c'est en fait l'addition, distance de réaction et distance de freinage. La distance de réaction, c'est la distance parcourue entre le moment où on voit le danger et on se dit « je vais freiner ». La distance de freinage, c'est la distance parcourue une fois qu'on a freiné. Alors, il existe des formules mathématiques pour calculer ces distances. On vous a donné quelques exemples. Effectivement, 50 km/h, distance d'arrêt totale, 26 mètres. À 90, ça passe à 64 mètres. Donc là, vous avez le schéma d'un terrain de foot. Donc, on a vraiment bien dépassé. À 120 km/h, on est presque à 102 mètres. Donc là, c'est la distance d'un terrain de foot et on l'a énormément dépassé dès qu'on est à 140 km/h. À savoir également que ces mesures sont effectuées sur un sol sec et horizontal et sans utilisation du téléphone. Merci. En parlant de ce dernier, téléphoner au volant, est-ce un risque ou pas? Et du coup,
Une dernière question par rapport à à ce distracteur. Le téléphone au volant n'est pas plus risqué que de discuter avec son passager. Qu'en pensez-vous? Vous êtes à peu près tous d'accord? À 10 personnes près. La bonne réponse est bien faux. C'est plus risqué que de discuter avec son passager. Claire, je te laisse la main pour expliquer ce phénomène. Alors déjà, téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Écrire un message en conduisant va multiplier par 23 le risque d'accident. Et pourquoi? Parce que quand on envoie ou on reçoit un message, cela nécessite de quitter la route des yeux pendant en moyenne 5 secondes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des distances d'arrêt. Eh ben, elles vont augmenter, bien entendu, avec l'utilisation du téléphone. Donc, à 50 km/h, on l'a vu tout à l'heure, on est à 26 mètres. Avec le téléphone, on va passer à 33 mètres. Voilà, c'est simplement le temps de réaction qui va augmenter. Il passe de 14 à 21 mètres. Téléphoner au volant modifie son comportement sur la route. Le conducteur est plutôt en mode automatique. Il n'est plus du tout dans l'analyse de sa conduite. Il a tendance à moins contrôler ses rétroviseurs et les angles morts, tendance à zigzaguer, à mordre la ligne et de faire moins attention à la signalétique et aussi aux autres usagers. Et donc, son temps de réaction augmente de 30 à 70%. À la question tout à l'heure, eh bien, effectivement, utiliser son téléphone, même en Bluetooth, n'est pas du tout comparable à une discussion avec un passager. Pourquoi? Le passager, lui, va s'arrêter de parler s'il voit surgir une difficulté et surtout, il va nous alerter. Ce que dit la loi, eh bien, interdit l'usage du téléphone tenu en main pendant la conduite, mais également interdit l'utilisation des oreillettes. Ce qui est toléré, bien entendu, c'est le dispositif Bluetooth. Mais on l'a vu tout à l'heure, il y a un risque quand même important de danger. Voilà ce que dit également la loi. Toutefois, un conducteur qui n'est pas en mesure d'effectuer commodément et sans délai les manœuvres qui lui incombent peut se voir verbaliser. Alors, les facteurs de risque à prendre en compte également, la vision. 20% des responsables d'accidents de la circulation ont une déficience visuelle et souvent ne le savent pas. Toutes les informations sont transmises à l'œil du conducteur et la nuit, l'acuité visuelle diminue. L'audition aussi, bien entendre, permet de bien se situer dans son environnement et d'interpréter les informations sonores. L'état du véhicule, on va pouvoir aussi le maîtriser, puisque rouler avec un véhicule sous-équipé ou en mauvais état constitue un danger. Alors attention également, si on a un pare-brise sale, par exemple, ou si le véhicule est encombré avec des objets qui pourraient peut-être se caler au niveau des pédales de frein. On a des facteurs, on peut passer après, qui sont non maîtrisables. L'état des infrastructures, revêtement de la route, des nids de poules, la signalétique, le comportement des autres usagers, automobilistes, piétons, cyclistes, la survenue d'animaux, les conditions météorologiques. Ces dernières peuvent modifier les distances de freinage, pluie, neige, verglas, et altérer la visibilité. C'est le cas du brouillard. Également, un soleil rasant, par exemple. Dans nos régions, attention aussi en cas de vent important. Les bonnes pratiques.
Déjà, on va organiser ses déplacements. On va se poser la question. Est-ce que mon déplacement est utile? Est-ce que si j'ai une réunion, je pourrais peut-être la faire en visio? Pourquoi pas? Je vais préparer mon itinéraire. Je vais calculer mon trajet et je vais me laisser aussi une marge de manœuvre. Je vais choisir aussi un transport adapté. Si par exemple le temps de conduite est trop long, pourquoi pas prendre le train? Et je prends connaissance du trafic et des conditions météorologiques. Je vais contrôler régulièrement mon véhicule, vérifier l'état de mes pneumatiques. Est-ce que justement elles sont adaptées, notamment en période hivernale? Les niveaux d'huile, les niveaux de lave-glace. Je vais penser à moi, mais également à mes collègues en cas de véhicules partagés, notamment de société. Dans tous les cas, je respecte le code de la route. Je vais oublier quand même mon téléphone. Je vérifie aussi la validité de mon permis de conduire, sachant que votre direction peut vous demander de contrôler votre permis de conduire. Et pour les véhicules utilitaires, je vais séparer la partie habitacle de conduite du chargement. Je vais bien arrimer les charges, bien les répartir dans le volume et je vais adapter la capacité et la puissance de mon chargement à mon véhicule, à ma conduite. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. On va passer la main à Fabienne pour quelques points sur la veille réglementaire. Alors, vous pouvez consulter donc la veille réglementaire 6 juin de façon à obtenir des informations complémentaires, notamment sur les thématiques suivantes: la loi téléphone, tout ce qui est équipement hiver, la vitesse maximale et ainsi que les engins de déplacement personnel motorisés. Donc, vous avez également, donc, on vous a laissé les liens pour vous diriger directement vers les articles concernés. Merci Fabienne. Nous avons fini sur cette présentation. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site www.présence-pacacorse.org afin de retrouver toute notre boîte à outils pour la prévention du risque routier dans la rubrique ressources. Et vous retrouverez dans 1 ou 2 jours dans cette même rubrique le replay de ce webinaire ainsi que le PDF de la présentation de ce jour. Tout ceci est réinscrit sur cette diapo. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre des filtres pour trouver les documents que vous souhaitez. Dans ce kit aussi de risque routier sur le site, vous aurez plusieurs plaquettes que vous pouvez distribuer aussi à vos salariés pour compléter et diffuser toute cette prévention dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas. Et merci beaucoup à tous pour votre écoute et de votre participation aux différents quiz. Sachez qu'il nous reste un quart d'heure de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique Q et R et nous allons y répondre dans la mesure du possible et du temps imparti qu'il nous reste. Nous avons déjà une première question. Comment mon service de santé au travail peut m'aider dans l'évaluation du risque routier dans mon entreprise? Fabienne, est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Alors, un intervenant donc, de l'équipe pluridisciplinaire peut vous accompagner dans l'évaluation du risque routier à travers donc, la rédaction du document unique ou à travers sa mise à jour. Et de même que des sensibilisations peuvent être effectuées auprès de vos salariés. Il vous suffit juste de vous rapprocher de votre médecin du travail en fait, pour mettre en place ces actions. Merci Fabienne. On a une autre question qui est concernant la consommation d'alcool ou de cannabis. Un employeur a-t-il le droit de demander un dépistage, un test et à quelle fréquence? Je peux y répondre, sauf si quelqu'un peut répondre. Oui, il a le droit, mais il faut consulter avant le CSE, CHSCT, délégué du personnel, en fonction de la taille de votre entreprise. Il faut que ça soit voté, autorisé
que ce soit des contrôles inopinés, donc sans viser aucun salarié, que ce soit des actions qui soient propres aussi à une prévention, donc comme vient de le rappeler aussi Fabienne, peut-être à la suite d'une sensibilisation, d'une journée sécurité, mais ne jamais cibler quelqu'un et il faut que ça soit voté. Il faut qu'il y ait aussi une note qui reprend ces deux thèmes dans votre règlement intérieur ou note de service en fonction des tailles d'entreprise aussi. Il faut que ça soit acté et non ciblé. On a une autre question qui est comment l'employeur peut savoir le nombre de points qu'il reste sur le permis de ses salariés. Je vais y répondre aussi. Donc, au final, l'employeur n'a pas le droit de savoir le nombre de points qui restent sur le permis de ses salariés. Par contre, ce qu'il a le droit, c'est de demander la présentation du permis en face à ses salariés et accompagné d'une attestation comme quoi le salarié s'engage que son permis de conduire est toujours valable. Donc ça peut être fait en fonction des métiers, 1 à 2 fois par an ou par trimestre. Après, c'est à vous de le mettre en place. Et c'est surtout pour des postes à risque, donc plutôt des personnes qui utilisent beaucoup leur voiture. Donc ça peut être les commerciaux, les ambulanciers, enfin toute la liste qu'on a vue tout à l'heure dans tout ce qui est trajet de mission, tout ce qui est risque routier de mission. Je prends ensuite les autres questions. J'essaie juste de revoir. Alors, quelqu'un nous dit que les oreillettes sont interdites et pas le Bluetooth. Je dis vrai au niveau du code de la route, mais faux au niveau du code des assurances. Effectivement, dans le code des assurances, si dans un accident grave, donc c'est rare, mais une enquête peut être faite par les assurances et ils peuvent demander réquisition auprès de votre opérateur téléphonique. Puis, si vous étiez au téléphone lors de l'accident très grave, hein, faut quand même, c'est pas pour tous les accidents que cette enquête se fait, vous pouvez devenir responsable de l'accident. Vous aurez une faute dans le sens où vous n'étiez pas assez concentré sur la route de la part de votre assureur. D'autres questions? Pour tout ce qui est article interdit à l'utilisation du 4.1 libre, c'est plutôt des articles, je ne les connais pas par cœur. On vous mettra l'article concerné en plus dans le PowerPoint, si vous voulez, dans la veille réglementaire, pour que vous ayez la référence s'il y a besoin dans votre entreprise. Je le note juste. Ensuite, j'ai pas trop d'autres questions. Il y a eu beaucoup de questions sur le permis de conduire. J'espère avoir bien répondu. Je ne sais pas si après mes collègues voulaient rajouter des choses, n'hésitez pas. L'article de loi, c'est le R412-6.1 concernant la conduite et les oreillettes. Voilà. Ok, merci. Du coup, c'est depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2015 que les oreillettes... 1er janvier 2015, effectivement. Avec l'utilisation du téléphone au volant. Exactement. Voilà. Donc, R412-6.1. Et juste autre petite note, on parle beaucoup de répression, etc. Pour compléter sur le Bluetooth, c'est aussi, tout a été dit dans le webinaire, mais le mieux, bien sûr, donc c'est bien 0 conversation téléphonique. Dans les 9 principes de prévention, le Bluetooth, c'est la 2e ligne, c'est de diminuer le risque, mais pas de faire disparaître le risque. Donc, faire disparaître le risque, c'est 0 communication, et le diminuer, c'est malgré tout, et je n'aime pas le dire, mieux d'avoir une conversation brève en Bluetooth qu'une conversation brève téléphone à la main.
on a au moins une main en plus de disponible. Mais le mieux et le plus sécurité et le plus prévention, c'est 0 téléphone. Une autre question, je ne sais pas si mes collègues ont eu l'occasion dans leur service, on a un 100% de télétravail, sommes-nous aussi concernés par ce type de risque? Est-ce qu'il y en a une qui veut répondre? Est-ce que vous avez eu le cas pendant le confinement? Je ne sais pas. Moi, je l'ai eu, mais... Le télétravail est en fait une action déjà prise. Effectivement, en fait, oui, vous pouvez le noter dans votre document unique. Si vous avez des bureaux, je ne sais pas quel est votre secteur d'activité, mais en fait, le télétravail est aussi une action pour limiter le risque routier. Alors 100% encore plus, mais le but est de souvent limiter les temps de trajet, et la nervosité et la fatigue. 100%, ça reste, enfin, pendant le confinement, c'était pas rare, mais là, ça redevient un peu plus rare, celles qui sont à 100%. Mais en fait, c'est compté comme une action de prévention d'être en télétravail par rapport au risque routier. J'espère avoir répondu à la question, si c'était bien ça. Après, je n'ai pas d'autres questions. J'ai une question pour tout ce qui est réglementation, si pas de CSE. Il faut que ça soit la petite équipe, hein, donc un codir, après je ne sais pas la composition exacte, mais il faut que il y ait un délégué du personnel ou le référent sécurité désigné, et après des fois c'est employeur RH, mais il faut quand même inclure les salariés. Une autre question, comment savoir la date de validité sur les permis de conduire roses anciens modèles? Ben, il n'y a pas de date, donc d'où la vérification aussi des permis. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi le conjuguer avec une attestation signée par le salarié, car des fois montrer un permis, il se peut que dans un mois, il reçoive une lettre et que son permis soit annulé ou autre. Donc, pour compléter la question de tout à l'heure, c'est aussi pour ça qu'on peut intensifier en fonction des postes la vérification du permis. Arrivent des questions, c'est vrai que on n'a pas eu avant. Sur les assurances de véhicules. En janvier, chaque année, je demande une attestation d'assurance du véhicule personnel stipulant que le véhicule est assuré. Aussi sur les trajets professionnels. Est-ce suffisant? Je ne peux pas obtenir d'informations sur la validité du permis ou autre. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Du coup, pour cette question, effectivement, je pense qu'il faut compléter par cette attestation, parce que l'assurance et le permis sont deux choses différentes. Après, c'est très bien de demander que les véhicules soient assurés. Vous avez fait le nécessaire pour la sécurité, au moins sur les véhicules personnels. Pour répondre à la question, la baisse d'accident avec une conduite automatique, moi je n'ai pas, j'ai pas de chiffre là en tête. Je ne sais pas si les autres services ont eu le cas. Non, je n'ai pas de moi perso, non. J'ai pas de chiffre actuellement. Après, c'est encore très divisé sur la route. On a encore des voitures très à l'ancienne, entre guillemets. Et après, c'est vrai qu'on a des voitures très automatisées. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas ressentir, enfin, il n'y a pas de chiffre vraiment sorti sur ce sujet.
Ok, je fais le tour. La question de boire ou manger au volant, eh bien, si on... Alors là, je n'ai plus la phrase en tête, je vais essayer de la retrouver, sauf si mes collègues sont plus... se retrouvent plus vite que moi. Oui, quelque part. En gros, vous pouvez être pris par certaines forces de l'ordre, puisque il y a une phrase que je ne retrouve pas, je m'en excuse, qui dit qu'en gros, si on n'est pas réactif, qu'on ne peut pas répondre dans un délai court et commodément à la situation, alors on n'est pas actif et en prévention. Donc tout ce qui est une action où vous n'avez pas la main sur les deux mains sur le volant ou volant plus pommeau de vitesse, vous pouvez être pris par les forces de l'ordre. Après, tout dépend de la situation, c'est quand même souvent couplé à quelque chose. Si vous avez fait une autre action, un défaut de trajectoire, un manque de clignotant, si vous ont vu piler, normalement, c'est quand même souvent dû à une situation dangereuse cumulée à un de ces deux facteurs. Il y a une question où c'est vrai qu'il est normal qu'on se la pose, mais il n'y a pas de réponse réelle. Mais ça rejoint aussi les assurances et les contrôles techniques. Comment contrôler l'état des véhicules personnels utilisés pour les missions? C'est toujours un peu délicat, les véhicules personnels en mission, puisque vous devez en même temps tenir la sécurité de vos salariés. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez demander l'assurance, les attestations de permis. Et en même temps, on est un peu à la limite aussi du privé, donc vous ne pouvez pas totalement aller rentrer dans la voiture, etc. Vous pouvez faire un tour au niveau des contrôles techniques. Normalement, déjà, ça veut dire qu'il roule un minimum en sécurité. Après, c'est en discussion avec vos salariés, mais en soi, vous ne pouvez pas vérifier tel quel comme un véhicule de flotte, le véhicule particulier de votre salarié. Donc, il faut vous armer, employeur, si je peux dire ça, avec le maximum de documents comme quoi vous en êtes soucié, que vous faites en sorte que votre salarié conduise en sécurité, entre autres en vous rapprochant de vos SSTI, de vos services santé au travail, pour demander de la documentation ou autre pour voir ce qui se fait. Ça fait aussi partie des actions. Et vous pouvez avoir même sur le site Présence PACA Corse un document sur l'entretien du véhicule. Ça peut aussi être un plus. Et pareil, ça fait partie du document unique. Donc, n'hésitez pas à tracer tout ce que vous faites sur le risque routier. C'est un risque qui est difficile à cerner puisque vous n'êtes pas avec vos salariés sur la route. Il y a une autre question, y a-t-il des formations obligatoires pour prévenir les risques routiers? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il n'y a pas, j'y ai plus ou moins répondu en fait, il n'y a pas vraiment de formation obligatoire, il y a des sensibilisations, il existe dans vos plans de formation en fonction des branches, vous avez l'autorisation de vous inscrire aussi à des formations type Centaure. Je ne connais pas d'autres marques, je ne devrais peut-être pas dire le nom, mais qui font partie de beaucoup de registres de formation pris en charge par l'OPCO. Donc, n'hésitez pas à le faire. Après, il y a des choses comme aujourd'hui. Vous pouvez faire des choses en interne sur le parking. Quelqu'un qui s'y connaît bien en mécanique ou votre référent sécurité ou HSE peut faire aussi des tours de véhicule et refaire de la pratique. Voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Le but, c'est d'acter dans le document unique que vous faites quelque chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne mettaient pas le risque routier dans le document unique avant. Et c'est assez nouveau comme notion. Donc déjà, quand vous le faites, c'est déjà un grand pas dans vos obligations.
Il y a une question qui a été reposée plusieurs fois, mais moi, personnellement, je ne connais pas la réponse et je souhaite vous répondre du coup après le webinaire, sauf si mes collègues ont déjà eu le cas. Déjeuner à l'extérieur en télétravail égale accident de trajet. Le télétravail est très neuf, donc la loi n'est pas encore très claire. Je ne sais pas si vous avez des données, les filles. Sinon, on répondra plus tard avec un article vrai qui peut encadrer ce genre de choses. Oui, je pense que c'est ce qu'on fera. C'est encore très flou, la réglementation, même pour le document unique et télétravail, c'est difficile à nouveau parce que c'est comme un peu la voiture, ça reste un endroit privé, donc il faut demander des autorisations, il faut demander est-ce qu'on peut avoir des photos. Voilà, on rentre sur un thème assez neuf dans la réglementation. Il y a une autre question. Est-il autorisé de faire du blablacar lors d'un trajet de mission? Je ne pense pas qu'il y ait un texte réel qui existe. Moi, niveau assurance, je pense que c'est quand même un peu tendu. Par contre, ce qu'il faut privilégier, où là, vous pouvez faire des notes de service dans le règlement intérieur, c'est tout ce qui est covoiturage. Au moins, être 2 ou 3 salariés dans une même voiture, ou alors, comme mes collègues l'ont dit, c'était Fabienne, posez-vous la bonne question, quel transport prendre? Peut-être le train. Le train est déjà meilleure assurance auprès des entreprises. Je ne sais pas si Fabienne, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, ça va, ça va. J'ai une question. Alors là, c'était pas une question, c'était une affirmation. Désolée, les dernières, du coup, c'est moins. Il y a beaucoup de texte. Pour celle de la CARSAT, nous demande en tant qu'employeur de nous assurer que les véhicules personnels de nos salariés utilisés lors des trajets de mission soient conformes. Comment faire, car ce n'est pas des véhicules de société. On revient un peu sur la même question hein, que télétravail, véhicule personnel, on est un peu sur le même genre. C'est par les formations, par les documents que vous récupérez sur les assurances, mais à nouveau sur les contrôles techniques qui sont quand même, vous le savez, depuis 2-3 ans, ont été renforcés. Voilà. Fabienne, du coup, en cas de transport sous réquisition de gendarmerie, quel est le risque si nous devons suivre un motard qui nous ouvre la route? Doit-on réellement le suivre, sachant que nous ne sommes pas gendarmes? Tammy, répondre à cette question, non? Tu t'es trompée. Ah non, 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 non. Ah oui, pardon. Alors honnêtement, il faut que je la relise déjà. Normalement, alors j'ai pas eu le cas moi personnellement, mais j'ai eu le cas devant moi. Pour cette question-là de motard, donc en cas de, je la répète parce qu'elle est un peu complexe, en cas de transport sous réquisition gendarmerie, quel est le risque si nous devons suivre un motard qui nous ouvre la route? Doit-on réellement le suivre, sachant que nous ne sommes pas gendarmes? Souvent, vous êtes bien encadrés dans ces cas-là, vous inquiétez pas, ils savent ce qu'ils font et ils ont souvent un haut-parleur et ils roulent moins vite que quand ils vous ont attrapé. Après, si vous accélérez, que vous ralentissez pas et que vous répondez pas aux ordres, vous commencez à être en délit de fuite, donc vous êtes dans une autre catégorie. Donc, il vaut mieux le suivre et une fois que vous les avez vus, eux ralentissent et vous ralentissez et souvent ils vous serrent sur le côté de la fenêtre conducteur. Ils sont souvent au nombre de 2, un devant et un qui vous évite de faire des queues de poisson. Voilà. Et si effectivement vous commencez à vous amuser à faire ça, vous commencez à être en délit de fuite.
J'ai essayé de répondre, enfin, comme on peut. Si les filles, vous avez d'autres suggestions par rapport à tout ce qu'on a dit, je vous laisse une dernière minute. On arrive au bout du temps de ce webinaire. On a quand même répondu à un grand ensemble de questions. Pour les dernières questions, comme dit précédemment, nous vous répondrons par mail. Soit c'est des textes réglementaires et on peut répondre en faisant recherche ou pas, soit on vous répondra parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Mais dans tous les cas, on reviendra vers vous. Est-ce que mes collègues ont un mot à rajouter? Non, rien de plus. C'était assez complet. Alors, apparemment, je suis sur donc la réponse du télétravail en cas d'accident pour aller déjeuner. Et donc, le Code du travail prévoit quant à lui expressément le cas de l'accident survenu pendant une période de télétravail, donc l'article L 1222-9. Et donc, il considère, alors, de trajet, je ne sais pas, c'est pas noté, mais il considère effectivement que c'est un accident de travail. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais l'article. Je pour ça que je ne me suis pas prononcée. L'accident de trajet. Hein. Non, le télétravail n'a pas de trajet. Ça reste un lieu de travail. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Il va y avoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre. Et c'est comme ça qu'on progressera et qu'on pourra répondre aussi à peut-être d'autres thématiques que vous souhaitez qu'on aborde. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Vous avez notre site, si vous avez des interrogations, qui est assez fourni aussi sur le risque routier. N'hésitez pas à aller voir toutes nos informations. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.